Alors, pour présenter le panorama de l'actualité législative et réglementaire et des grands sujets européens en cours, nous avons réuni ce matin Frédéric Pelez, directeur adjoint à la direction de la régulation et des affaires internationales, Philippe Sourla, secrétaire général adjoint et directeur de la gestion d'actifs, Stéphane Pontoiseau, directeur de la supervision des intermédiaires et des infrastructures de marché, et Laure Tertrais, conseillère parlementaire et législation à la direction des affaires juridiques. Bonjour à tous. Il y a un an tout juste, la France se préparait à son premier confinement. Notre actualité législative et réglementaire a donc été largement dominée en 2020 par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences. Lors, cela s'est traduit par une avalanche de textes et de mesures. Absolument. Alors la France est depuis un an en état d'urgence sanitaire, régime très particulier mis en place donc pour répondre à l'épidémie de la Covid-19. Ce régime est encadré et défini strictement par le législateur. Ainsi, depuis mars 2020, il y a tout juste un an, une dizaine de lois ont été adoptées en urgence depuis donc le début de cette fameuse crise sanitaire. 4 lois de finances rectificatives pour 2020. 6 lois sur l'état d'urgence sanitaire et ses conséquences, notamment médicales, économiques, sociales, administratives et juridiques. Alors, ces lois sont intervenues entre le 23 mars 2020, cette loi a créé le premier état d'urgence sanitaire, et jusqu'au la loi du 15 février 2021 qui proroge cet état d'urgence sanitaire, mais j'y reviendrai à l'instant. L'état d'urgence sanitaire est une mesure tout à fait exceptionnelle qui peut être décidée en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie, mettant en péril la santé de la population. Il est défini très strictement par le Code de la santé publique. Sa durée est fixée par la loi, tout comme la possibilité de la proroger. Il permet également au gouvernement de prendre par décret des mesures, notamment limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion, des mesures de réquisition de biens et services, et voire des mesures temporaires de contrôle de prix, et bien évidemment les mesures de confinement, de couvre-feu, de gestes barrières que nous connaissons récemment. Alors, l'état d'urgence sanitaire donc, a été déclaré pour lutter contre cette épidémie de Covid-19. Lors de la première vague de l'épidémie, cet état d'urgence avait été déclaré donc, par la loi du 23 mars 2020 pour une durée de 2 mois, prorogée jusqu'au 10 juillet 2020 par une seconde loi. Et ensuite, la seconde vague, ensuite intervenue à l'automne, a conduit le gouvernement en urgence à déclarer à nouveau cet état d'urgence pour une durée d'1 mois, qui ensuite a été prorogé par une nouvelle loi de novembre 2020 jusqu'au 16 février 2021. Et la loi récente, donc du 15 février 2021, le proroge à nouveau jusqu'au 1er juin 2021. Et cette loi reporte de manière assez novatrice également la possibilité pour le gouvernement de le déclarer à nouveau l'état d'urgence au-delà du 1er juin, et ce jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, dans ce cadre juridique strictement défini, près d'une cinquantaine d'ordonnances ont été prises sur le fondement de toutes ces lois, de ces 6 lois d'urgence, et ont été adoptées donc, en urgence par le gouvernement, sur délégation donc, du Parlement, pour permettre au gouvernement de prendre des mesures, notamment économiques, provisoires, afin de répondre à la situation de confinement et d'urgence sanitaire. Alors, ces lois sont intervenues dans tous les domaines du droit et visent notamment à soutenir la trésorerie des entreprises, via la création d'un fonds de solidarité, également à modifier le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté, mais plus précisément en matière de droit des sociétés, à simplifier et adapter les conditions dans lesquelles les assemblées générales d'actionnaires se réunissent et délibèrent, notamment à huis clos. J'y reviendrai un peu plus tard. Également adapter les règles relatives à l'approbation des comptes, adapter également le droit du travail aux nouvelles réalités de télétravail notamment. Et également, ces ordonnances ont permis d'aménager les délais applicables aux déclarations, autorisations et demandes faites auprès des autorités administratives. Et également, ces ordonnances ont aménagé les règles relatives aux compétences territoriales et aux formations de jugement des juridictions administratives et judiciaires dont le fonctionnement était perturbé par les périodes de confinement. Donc, toutes ces ordonnances ont été complétées par de nombreux textes d'application, décrets et arrêtés notamment. Je vous renvoie à une note de synthèse sur l'ensemble de ces textes intervenus donc, depuis le début de la crise, qui sera mise en ligne sur le site de l'AMF dans la rubrique Covid-19 Info. Et donc, à compter de mars 2020, début de l'épidémie, l'AMF s'est très fortement mobilisée pour accompagner l'ensemble des acteurs financiers. Elle a déployé des actions dans 4 domaines, notamment les marchés, les infrastructures, la gestion d'actifs, les émetteurs et les épargnants.
Alors, s'agissant des marchés, tout d'abord, l'AMF a été guidée par la conviction que ceux-ci devaient rester ouverts aussi longtemps que les négociations se déroulaient de manière ordonnée, avec un mécanisme de formation des prix correct. On peut souligner la robustesse des infrastructures de marché, qu'il s'agisse des plateformes de négociation, de la chambre de compensation, du système de règlement livraison ou du dépositaire central, en dépit d'une très forte volatilité et donc d'une volumétrie exceptionnelle. L'AMF a concentré son action sur 4 sujets en particulier. Le bon fonctionnement des coupes-circuits, qui permettent aux opérateurs de reprendre leur respiration dans ces périodes de très forte volatilité. Ils ont été évidemment déclenchés très fréquemment, plus de 3000 fois le 16 mars 2020 sur Euronext. L'AMF a également veillé à ce que les établissements mettent en place des dispositifs alternatifs permettant, y compris aux opérateurs de marché, de télétravailler donc en dehors des locaux professionnels tout en garantissant un niveau de conformité satisfaisant aux obligations en matière de pistes d'audit, de record keeping. Les services ont également assuré un suivi quotidien des mécanismes de compensation centrale, du taux de suspens, de règlement de livraison. Il a été assez élevé au pic de la crise, mais il est malgré tout resté maîtrisé. On peut s'en féliciter. Dernier sujet sur lequel je reviendrai dans quelques instants, l'interdiction de créer ou accroître une position courte nette, le fameux short selling ban. Enfin, l'AMF, dans ses actions de supervision, a fait preuve de bienveillance d'une manière générale, que ce soit en reportant la date de remise de certains rapports qui lui sont dus par les établissements ou en allégeant, adaptant certaines dispositions réglementaires en lien avec l'ESMA à l'échelle européenne. J'en profite pour préciser que cette année, les questionnaires annuels RCSI et rapports sur la protection des avoirs devront être remis aux périodes habituelles. Un focus donc sur les mesures exceptionnelles qui ont été prises par l'ESMA et par l'AMF s'agissant des positions courtes nettes. L'ESMA a renforcé la transparence sur ces positions en abaissant à 0,1% du capital social émis le seuil de notification aux autorités nationales compétentes, décision qui a été prise le 16 mars 2020, qui a été prolongée à plusieurs reprises et s'applique jusqu'au 19 mars de cette année. L'AMF, pour sa part, compte tenu des circonstances exceptionnelles, a jugé nécessaire d'interdire toute création ou augmentation de positions courtes nettes à compter du 18 mars 2020 pour une durée d'1 mois, mesure qui a été prolongée jusqu'au 18 mai 2020. Depuis, l'AMF continue évidemment de suivre avec attention l'évolution des marchés. Dans la gestion d'actifs ? Alors, je vais maintenant évoquer le sujet plus particulier de la gestion d'actifs, qui a traversé un test de résistance grandeur nature avec des chocs à plusieurs niveaux. Au niveau de l'actif, tout d'abord, avec un niveau de volatilité élevé rencontré par un certain nombre de titres cotés, d'autres titres financiers qui ont connu un assèchement de leur liquidité, notamment dans le secteur des fonds monétaires. Et autre exemple, certains biens immobiliers ou actifs non cotés qui ont pu être particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire et soulever des problèmes de valorisation particuliers. Donc les chocs ont également concerné le passif de certains fonds et tout particulièrement des fonds monétaires avec certains clients qui ont pu eux-mêmes subir les conséquences de la crise sanitaire et ce qui a pu expliquer des montants de rachat significatifs à hauteur d'environ 50 milliards d'euros en à peine quelques semaines. Tous ces chocs, ils ont dû être absorbés par les sociétés de gestion dans des conditions de travail inédites, cela a déjà été dit, de travail à distance. Et l'AMF s'est mobilisée, comme cela a déjà été évoqué tout à l'heure, pour accompagner les acteurs pour traverser cette période. Nous avons en particulier essayé d'alléger la charge de travail des acteurs pour leur permettre de se concentrer sur la gestion de la crise. Et nous nous sommes, en accordant un certain nombre de délais qui sont présentés dans les slides, et nous sommes nous-mêmes mobilisés pour suivre la crise. Et je remercie au passage tous nos interlocuteurs qui ont trouvé le temps nécessaire pour répondre à nos sollicitations, ainsi que ceux qui ont pris spontanément l'initiative de nous contacter pour nous alerter sur tel ou tel développement. Dans un nombre limité de cas, nous avons néanmoins pu parfois regretter d'être informés un peu tardivement de certains événements importants. Et donc j'en profite pour rappeler l'importance pour nous d'être prévenus et alertés lorsque des phénomènes importants marquent la vie de vos sociétés ou de votre activité. Je vais maintenant
dire quelques mots rapidement sur les mesures qui ont été accordées en termes d'outils de gestion de la liquidité. Donc nous avons été en effet particulièrement sollicités pendant la crise financière pour obtenir des dérogations permettant d'introduire des mécanismes de gestion de la liquidité avec des allègements, soit des autorisations préalables, soit des obligations d'information des investisseurs. Si nous avons pu apporter quelques allègements ciblés, nous avons néanmoins constaté qu'un grand nombre d'acteurs ont finalement renoncé à introduire ces outils, en grande partie par crainte de l'effet signal associé à leur introduction en pleine période de crise. Si au final les rachats, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, n'ont pas été très importants en dehors des fonds monétaires et par conséquence ces outils n'ont pas eu besoin d'être beaucoup utilisés, nous restons convaincus et confortés par les événements dans l'utilité de ces mécanismes, ainsi que du fait que ces mécanismes doivent être introduits de préférence en période calme et non pas en période de crise. Nous renforçons donc par conséquence nos exigences en matière d'introduction de ces outils dans le cadre de nos agréments et réitérons notre message auprès de la place pour voir ces outils plus largement déployés. Enfin, je dis un mot sur le mécanisme français des side pockets. Comme vous le savez, la loi Pacte avait refondu le régime en inversant quelque part son mécanisme et nous avons pu constater que ce mécanisme a été utilisé pendant la crise avec succès pour la première fois et donc désormais éprouvé. Alors après les marchés et les infrastructures de marché et la gestion d'actifs pour lesquels l'AMF a accompagné les acteurs, l'AMF a aussi orienté sa démarche d'accompagnement auprès des émetteurs et des sociétés cotées dans deux directions. Tout d'abord, l'AMF s'est mobilisée pour accompagner donc, ces émetteurs en les incitant à communiquer leur estimation de l'impact de la crise sur leur activité et leur situation financière. Et par ailleurs, les contraintes sanitaires ont conduit donc, la plupart des sociétés à organiser leur assemblée générale d'actionnaires à huis clos, ce qui a rendu nécessaire d'améliorer les modalités de participation à distance des actionnaires. Donc cette possibilité d'organiser les assemblées générales à huis clos a été ouverte par l'une des 50 ordonnances que j'évoquais tout à l'heure et de mars 2020 et qui a été prorogée tout récemment par un décret récent jusqu'au 31 juillet 2021, date à laquelle donc, les assemblées générales peuvent se tenir à huis clos. Deuxième champ, dernier champ d'attention donc, de l'AMF à l'égard des épargnants. Cette attention a été très forte donc, durant cette période de crise. Elle s'organise autour de 3 points. Le premier, une communication très renforcée envers les épargnants, dont certains se sont trouvés parfois désemparés face à la décrue des marchés et qui ont pu être tentés par des placements alternatifs. Deuxième direction de l'AMF, les mises en garde ont été publiées fréquemment contre les arnaques découvertes sur les marchés et une actualisation des listes noires de sites Internet proposant des offres frauduleuses. Enfin, nous avons constaté un regain d'attractivité de la bourse pour les particuliers. 2020 a vu en effet un afflux de nouveaux investisseurs plus jeunes et plus actifs. Et on a ainsi enregistré environ 60 millions de transactions boursières de particuliers en 2020 contre 25 millions les années précédentes. L'AMF publie d'ailleurs à cet égard un tableau de bord trimestriel des investisseurs particuliers actifs en bourse pour suivre ce phénomène de près. Alors, nous souhaiterions recueillir votre avis, votre ressenti sur la crise. Ce sera le sujet de notre toute première question sur Slido. Diriez-vous que la crise liée à la Covid-19 a eu un impact modéré, important, très important sur votre activité au quotidien en tant que responsable de la conformité? Vous pouvez y répondre en vous connectant sur Slido. Alors, au niveau européen aussi, Frédéric, de nombreuses mesures ont été apportées en réponse à la crise. Tout à fait, Delphine. Alors, à l'échelon européen, effectivement, la Commission n'est pas restée inactive. Et au mois de juillet 2020, une série de textes, de propositions législatives ont été mises sur la table avec différents objectifs tous liés à la crise. D'abord, favoriser les recapitalisations des sociétés cotées et également alléger la charge réglementaire qui pèse sur à la fois les émetteurs et les entreprises d'investissement. Alors ces textes ont été négociés assez vite et viennent tout juste d'être publiés au journal officiel de l'Union européenne, de sorte que leur entrée en application est vraiment prochaine. Donc si on les regarde un peu un par un, la première chose, c'est tout l'amendement qui a été introduit au règlement prospectus et à la directive transparence,
Là, il s'agit de mesures temporaires qui consistent en fait en la création d'un prospectus court, limité à 30 pages, pour permettre aux sociétés cotées de se recapitaliser. Donc c'est un format de prospectus pour des émissions secondaires d'actions qu'on appelle le prospectus de relance. Autre mesure qui figure dans ce texte, la faculté qui a été laissée aux États membres de reculer d'1 an la date à laquelle les sociétés cotées seront tenues de publier leur rapport financier annuel sous le format électronique unique européen, c'est-à-dire sous le format XHTML. Donc ces mesures que je viens de citer, en fait, entrent en application cette semaine, le 18 mars. Si on se tourne du côté du volet MIFID, il y a eu également des allègements qui ont été introduits, essentiellement sur les aspects protection des investisseurs. Mais attention, le but n'était pas de réduire le niveau de protection. Au contraire, certaines règles de MIF concernant les informations à fournir aux investisseurs professionnels ont été ciblées en particulier pour les alléger. Il s'agit pour la plupart de mesures qui sont prises de manière définitive, à quelques exceptions près que je vais indiquer. Toutes ces mesures en fait figurent donc dans une directive. Elles vont devoir être transposées en droit français d'ici la fin du mois de novembre et elles entrent en application le 28 février 2022. Alors je précise à ce propos que nous sommes en train de discuter à l'ESMA pour identifier s'il y a une possibilité de mettre en application certains de ces allègements, je dirais un peu en avance de phase. Quand on regarde un peu en détail, les allègements qui ont été proposés, qui vont être mis en place, concernent notamment la gouvernance produit, puisqu'on exempte certaines obligations corporate, mais également les instruments financiers commercialisés exclusivement auprès de contreparties éligibles. On les exempte de l'obligation d'identifier le marché cible. Il y a également des simplifications apportées au niveau du reporting client, puisque les entreprises d'investissement ne seront plus tenues de transmettre un certain nombre de documents, comme les avis d'opérer, les relevés périodiques, et également cette alerte en cas de perte de valeur du portefeuille d'au moins 10%. Ça ne concerne que les clients professionnels, et ceux-ci ont toujours la faculté de requérir, de demander néanmoins à recevoir ces documents. Concernant la meilleure exécution, il y a également une mesure qui va suspendre jusqu'au 28 février 2023 l'obligation qui repose sur les opérateurs de plateformes de négociation de produire trimestriellement un rapport sur la meilleure exécution. Et par ailleurs, dans l'intervalle, il est demandé à la Commission en fait, d'examiner si ce rapport, mais également celui dû par les entreprises d'investissement, est adéquat et devrait être revu. Autre allègement, en ce qui concerne la fourniture d'informations sur les coûts et les charges par les entreprises d'investissement aux clients professionnels et aux contreparties éligibles, cette obligation est levée, sauf pour 2 services qui sont le conseil et la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Je souligne également qu'un allègement a également été prévu en ce qui concerne le support durable par défaut, qui n'est plus le papier, mais qui sera demain en fait l'électronique, sauf si le client de détail réclame à continuer à recevoir l'information des entreprises d'investissement sous format papier. En matière de recherche, là, il faut souligner un peu la modification qui a été introduite. On a pour la première fois une définition de la recherche qui est intégrée dans la directive au niveau 1 et une permission de regrouper à nouveau les paiements des services d'exécution et de recherche, mais uniquement sous certaines conditions, à savoir que la recherche doit porter sur des valeurs émises par des sociétés cotées dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 1 milliard d'euros. Il faut également que soit prévu dans l'accord conclu entre l'entreprise d'investissement et le fournisseur de recherche, que soit prévu explicitement la part des paiements groupés qui sera attribuable à la recherche. Les clients devront également être prévenus en amont. Enfin, pour boucler ces amendements à MiFID, je mentionnerai le fait que le régime des limites de position sur les dérivés sur matières premières a également été revu et très sensiblement allégé. Merci Frédéric. Alors on l'a vu, tout un arsenal de mesures. Et laquelle de ces mesures aura le plus d'impact positif pour vous, pour votre entreprise ?
C'est le sujet de notre deuxième question. Vous pouvez répondre à la question sur Slido. Alors, vous voyez s'afficher les réponses possibles. Est-ce la suspension des rapports de best execution pour les plateformes de négociation, la suppression de certaines obligations d'information, l'exemption du dispositif de product governance, le passage du papier à l'électronique ou les allègements sur la recherche pour les valeurs petites et moyennes. Alors, autre actualité importante, un peu passée au second plan, mais avec des conséquences majeures pourtant pour le secteur financier, c'est évidemment le Brexit. Laure ? Alors, depuis le 1er janvier 2021, et donc la sortie effective du Royaume-Uni du marché unique européen, les entités britanniques ne peuvent plus fournir de services financiers à partir du Royaume-Uni à des clients de l'Union européenne en utilisant le passeport. L'AMF en a rappelé les conséquences, notamment pour le secteur de la gestion d'actifs, donc avec la fin des passeports pour les entités de fonds et les entités et les fonds basés au Royaume-Uni. Alors, l'essentiel des relocalisations des sociétés de gestion a eu lieu en 2018 et 2019 en anticipation de la date du Brexit initialement prévue le 29 mars 2019. Et à la fin 2020, elles étaient en tout 21 sociétés de gestion dont la création en France était directement liée à la sortie du Royaume-Uni. Alors, en droit français, une ordonnance du 16 décembre 2020 est intervenue pour tirer les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurance, de placement collectif et de plan d'épargne en action. Cette ordonnance a été adoptée en application de l'une des 6 lois d'urgence dont j'ai évoqué tout à l'heure, notamment une loi du 17 juin 2021 qui a prévu cette habilitation à intervenir par ordonnance sur ce sujet important, et elle a été complétée par un arrêté du 20 décembre 2020. Cette ordonnance permet d'une part d'accorder un délai suffisant aux épargnants et aux sociétés de gestion de portefeuille pour se dessaisir des titres financiers britanniques qui ont perdu le 1er janvier 2021, donc leur éligibilité à l'emploi des plans d'épargne en action ou à l'actif de fonds de capital investissement. Et d'autre part, cette ordonnance permet de sécuriser les conditions d'exécution des contrats d'assurance conclus par des assurés en France auprès d'assureurs britanniques qui ont perdu également le bénéfice donc, du passeport européen et qui n'auraient pas transféré leur contrat au sein de l'Union européenne à cette échéance. Par ailleurs, enfin, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne entraînant l'inéligibilité de certains titres britanniques aux unités de compte proposées dans les contrats d'assurance vie. Un décret récent du 9 mars 2021 permet d'assurer la continuité des contrats existants, donc préalable à la date du retrait du Royaume-Uni, afin de protéger les intérêts des épargnants. Donc, le droit français est actif en matière pour gérer les conséquences donc, du Brexit. Au niveau européen, Frédéric ? Alors, il faut bien rappeler que l'accord de libre-échange qu'ont conclu l'Union européenne et le Royaume-Uni à la fin de l'année 2020 ne comporte rien de vraiment spécifique, de substantiel en matière de services financiers. On est sur des clauses vraiment classiques de l'Organisation mondiale du commerce et par conséquent, l'accès par les entités britanniques au marché unique européen se trouve entièrement conditionné à l'octroi de décisions d'équivalence. Or, en l'espèce, la Commission a une approche extrêmement sélective qui est dictée, je dirais, par deux impératifs. Le premier, c'est de s'assurer qu'une absence d'équivalence ne conduirait pas à des problèmes de stabilité ou à des risques systémiques pour les acteurs européens. Et la seconde, de ne pas créer des situations ou laisser perdurer des situations qui placeraient le marché unique européen en situation de dépendance vis-à-vis des acteurs ou des plateformes de négociation britanniques. L'objectif est vraiment de construire une Union européenne autonome vis-à-vis du Royaume-Uni. L'autre souci également qui a dicté un peu les choix de la Commission tient au fait que le Royaume-Uni n'a pas caché son intention de diverger à terme sur certains des textes phares de l'acquis communautaire. Et déjà, des signaux sont apparus dans ce sens. Par conséquent, à ce jour, il n'existe en réalité que 2 décisions d'équivalence qui ont été octroyées au Royaume-Uni par la Commission européenne. Elles sont toutes 2 temporaires. L'une concerne la compensation, donc les chambres de compensation britanniques, qui bénéficient d'une équivalence jusqu'au 30 juin 2022. Et la seconde concerne les dépositaires centraux de titres, dont les services pourront également être utilisés, mais uniquement jusqu'au 30 juin de cette année. Vous avez peut-être aussi
pu entendre parler d'un accord de coopération qui doit être conclu d'ici la fin du mois de mars entre le Royaume-Uni et la Commission européenne. Alors, soyons clairs, ici, il n'est pas non plus question que cet accord contienne également des décisions d'équivalence. Il s'agit ici, en fait, de mettre sur pied une sorte de forum de discussion entre les deux parties pour pouvoir aborder des sujets relatifs à la réglementation internationale, se coordonner, je dirais, dans les instances internationales, pour se coordonner également sur des initiatives réglementaires qui seraient prises de part et d'autre, voire de dialoguer sur des décisions d'équivalence si celles-ci devaient être retirées. Alors, une autre chose qui est importante à souligner et sur laquelle on doit vous alerter, c'est la communication qu'a faite l'ESMA en tout début d'année sur le thème de la reverse solicitation. Cette communication, elle est importante parce qu'elle rappelle les règles qui existent dans MIF 2, règles selon lesquelles une entité de pays tiers peut fournir des services à un client dans l'Union européenne sans devoir se faire agréer, à condition seulement que ce service soit fourni à la suite de la sollicitation exclusive de ce client. Donc la communication de l'ESMA rappelle les règles et surtout explique ce qui n'est pas de la reverse solicitation et donne un certain nombre d'exemples. Donc je citerai en particulier la clarification qui est faite par l'ESMA du fait que si une entité de pays tiers souhaite formaliser dans un contrat avec son client par le biais de clauses contractuelles ou d'un disclaimer le fait que toute la relation client serait placée d'emblée sous l'empire de la reverse solicitation, eh bien, les régulateurs considèrent que ce type de clause n'a pas d'effet et n'est pas du tout probante. On a l'intention d'être particulièrement vigilant sur ces pratiques de reverse solicitation. Également dans ce communiqué, une clarification sur le fait que lorsque les régulateurs vont regarder ces pratiques, ils seront attentifs à toute forme de communication employée par l'entité de pays tiers pour démarcher ou promouvoir ses services dans l'Union européenne et que peu importera finalement si l'entité de pays tiers agit directement ou par le biais d'entités agissant pour son compte ou liées avec elle par des liens capitalistiques. Alors, merci Frédéric. Alors, la mesure du Recovery Package qui aura le plus d'impact positif pour les entreprises des participants connectés. Alors, vous êtes plus de 700 connectés, hein, je vous informe au passage. Alors, vous êtes 38% à avoir voté pour la suspension des rapports de Best Execution. Non, pardon, je me trompe. La suppression de certaines obligations d'information ex post pour les clients professionnels et contreparties éligibles. Mais c'est vraiment très serré avec le passage du papier à l'électronique. 37% des votants. Et j'en profite pour donner les réponses à la question sur l'impact de la crise Covid. Et vous êtes 46% à avoir estimé qu'elle avait un impact modéré sur votre activité au quotidien en tant que responsable de la conformité. Alors, il est temps de passer aux textes récemment adoptés. Laure, il y en a eu beaucoup. Quels sont les plus importants ? Alors, effectivement, j'ai ciblé 3 textes importants. Le premier, donc, c'est une loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dite DADU dans le jargon financier. Cette loi prévoit une série d'habilitations du gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance, donc en matière financière notamment. Je ciblerai 2 sujets importants. Le premier, donc, une ordonnance est en cours de préparation, est à venir sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, OPCVM et FIA, en vue d'encadrer leur commercialisation entre les pays de l'Union européenne. Philippe y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis une deuxième ordonnance qui va intervenir qui permet aux prestataires de services de financement participatif de prévoir qu'ils sont exemptés des exigences de la MIF. Une deuxième loi importante, c'est la loi de finances donc, du 29 décembre 2020, la loi de finances pour 2021, qui est intervenue sur 2 terrains. Le premier, elle a réformé les contributions dues par les prestataires de services d'investissement à l'AMF, avec comme objectif la simplification et l'égalité de traitement entre les prestataires selon le degré de contrôle de l'AMF. Et cette loi de finances a également créé une nouvelle contribution pour les nouveaux acteurs qu'elle est amenée à réguler, les émetteurs de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques.
Cette loi a été complétée par un décret d'application fixant les taux de ces contributions notamment. Cette loi également prévoit l'autorisation du ministre chargé de l'économie pour accorder la garantie de l'État à des FIA pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs auprès de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire. Un décret très important est en cours de finalisation en application de ce dispositif. Également, un troisième texte qui est en cours qui sera publié très prochainement est une proposition de loi liée relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. Cette proposition de loi va devenir loi et va être publiée très prochainement au journal officiel. Elle crée de manière novatrice des associations professionnelles à adhésion obligatoire et qui sont agréées par l'ACPR pour les intermédiaires en courtage d'assurance et en opérations de banque et services de paiement, afin de mieux structurer ces intermédiaires. Et cette loi a été rédigée sur le modèle des associations de conseillers en investissement financier que nous connaissons bien, agréées par l'AMF depuis 2003. Et cette loi encadre également le démarchage téléphonique non sollicité pour les contrats d'assurance. Alors, autre texte important, c'est la 5e directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Philippe. Alors effectivement, l'actualité en matière de LCBFT a été assez riche dernièrement, avec la publication de cette ordonnance qui finalise la transposition de la 5e directive, qui avait été déjà en partie faite dans la loi Pacte, et qui apporte un certain nombre d'ajustements ciblés à la transposition de la 4e. Donc, parmi les sujets d'intérêt, à noter par exemple la modernisation du registre des bénéficiaires effectifs, la correction d'un trou dans la raquette avec l'assujettissement des succursales françaises de sociétés de gestion étrangères, ou encore le renforcement de l'approche par les risques pour les superviseurs. L'actualité a également été riche au niveau de la doctrine, avec la publication des lignes directrices relatives à l'approche par les risques en matière de LCBFT, et tout particulièrement en termes de risque d'actifs. Vous vous rappelez sans doute qu'en 2016, l'AMF avait souhaité que soit clarifié dans la loi que l'ensemble de l'activité des fonds était soumise aux règles LCBFT, donc non seulement au niveau du passif, mais également au niveau de l'actif. Et donc, vous trouverez dans ces lignes directrices des précisions sur les attentes de l'AMF en la matière. Je signale également une position recommandation venant traduire les importants efforts de place qui ont été menés notamment par l'INPI et les greffes pour moderniser le registre des bénéficiaires effectifs. En matière de gel des avoirs, une ordonnance a été publiée donc, au mois de novembre. Elle est d'un intérêt particulier pour les sociétés de gestion puisqu'elle vient étendre le périmètre d'application de ce régime au-delà des personnes assujetties qui détiennent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client. Donc un grand nombre de sociétés de gestion qui n'étaient jusqu'à présent pas concernées se retrouvent soumises à ce régime et, conséquences pratiques, devront mettre en place une organisation et des procédures internes pour le respecter. Autre actualité, toujours sur la thématique LCBFT, un certain nombre de modernisations ou d'ajustement du régime français, avec pour les EC et les EI un arrêté, et pour les sociétés de gestion une modification du règlement général de l'AMF qui devrait être homologué très prochainement. Le contexte de ces modifications vient d'un certain nombre de commentaires et de réactions qui ont été apportés par le GAFI sur le dispositif français. Et il s'agit donc de répondre à ces questions par des clarifications et des ajustements de notre dispositif. Alors la visite du GAFI, justement, je vous annonçais l'année dernière qu'elle était imminente. Elle est toujours, un an après, c'est toujours le cas, suite à 3 reports successifs en raison des conditions sanitaires. Néanmoins, en raison des informations dont nous disposons actuellement, voilà, nous pensons vraiment qu'il ne devrait pas y avoir de 4e report et que la visite devrait avoir lieu au mois de juillet cette année. Enfin, l'actualité en matière de LCBFT va continuer à être nourrie dans les prochains mois avec l'entrée en application de la nouvelle version des orientations européennes sur les facteurs de risque, et notamment, plus particulièrement pour les sociétés de gestion, une modification de la définition de la notion de client dans le domaine de la gestion d'actifs. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a eu un débat il y a quelques années, puisque la définition qui avait été retenue par les ESA dans les orientations différait potentiellement, selon certaines interprétations, de celle qui avait été retenue par le GAFI. Finalement, voilà, les ESA ont ajusté leur définition de la notion de client pour s'aligner en large partie sur le GAFI, ce qui correspondait à l'interprétation qui avait été retenue par l'AMF il y a quelques années. Donc pour les sociétés de gestion, a priori, pas d'impact, plutôt la confirmation de ce qui a été fait jusqu'à présent.
À noter également la perspective au mois de mai prochain de la publication d'un projet de règlement en matière de LCBFT, donc qui va reprendre certaines dispositions des directives actuelles sous forme de règlement d'application directe. Il va également étendre le périmètre d'assujettissement de la LCBFT. Je pense notamment aux plateformes de crowdfunding. Je pense également au débat que je viens d'évoquer sur le périmètre d'application de la LCBFT dans la gestion d'actifs, avec probablement la clarification du fait que l'actif des fonds est bien concerné par les règles européennes. Il y a toute une série d'autres textes, Philippe ? Alors, ce n'est pas fini, donc je continue en passant de plus en plus vite, faute de temps. Je m'attarde néanmoins un petit peu plus sur les orientations sur les commissions de surperformance, puisque c'est un sujet qui avait suscité des débats assez vifs sur la place ces derniers mois. Donc l'AMF, en janvier, a annoncé s'y conformer. Ce sont des orientations qui ont été prises suite au constat fait par l'ESMA d'une grande hétérogénéité des régimes nationaux en la matière. Certains pays n'ayant même pas appliqué les règles OICV, et d'autres ayant mis en place des régimes mieux-disants qui allaient introduire, dans certains cas, des périodes de rattrapage des sous-performances sur plusieurs années, 5 voire même parfois plus. Au final, donc, les orientations viennent clarifier ces questions en s'appliquant à un périmètre assez vaste de produits, puisqu'elles vont concerner à la fois tous les OPCVM, mais également toutes les catégories de parts de FIA qui sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, à l'exception de certaines catégories de FIA bien définies. Alors, quelques orientations importantes. La première concerne l'introduction d'une règle de cohérence entre le modèle de la commission de surperformance et les objectifs et la stratégie d'investissement du fonds. Ce principe existait déjà dans les textes français, mais il se voit renforcé dans ces orientations avec l'introduction de critères relativement précis pour s'assurer de cette cohérence. L'orientation, sans aucun doute, la plus visible et sensible concerne l'introduction d'un mécanisme de rattrapage des sous-performances sur une fenêtre de 5 ans. Donc, ce qui est la principale nouveauté de ces orientations. Sur ce sujet, il faut néanmoins noter que les orientations sont parfois un petit peu littéraires et laissent planer quelques ambiguïtés, notamment en ce qui concerne la période à laquelle la période de rattrapage doit commencer, mais surtout les mécaniques, on va dire techniques de calcul de ce rattrapage de sous-performance, notamment ont été discutées sur la place dernièrement plusieurs possibilités. On parle de fenêtres glissantes, fixes, en période d'expansion notamment. Donc, dans ce contexte d'incertitude sur l'application du texte, nous avons pris le parti de ne pas imposer d'interprétation nationale dans le cadre des agréments que nous instruisons en ce moment, pour privilégier une action européenne, et nous espérons que des Q&A puissent être publiés prochainement sur ces deux questions importantes, peut-être dès les prochaines semaines. Alors vraiment, en allant de plus en plus vite dorénavant, une succession de textes que je mentionne vraiment très brièvement. Tout d'abord, les deux textes sur la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA qui vont entrer en application pleinement au mois d'août prochain. Donc, ils ont déjà été évoqués lors des précédentes journées. Je signale simplement quelques nouveautés. Donc, l'introduction d'un régime européen de pré-commercialisation, un mécanisme de dénotification des passeports et la création d'une base de données centralisée auprès de l'ESMA notamment. Je signale également l'entrée en application du dispositif de reporting pour les fonds monétaires. Vous vous rappelez sans doute que l'ESMA avait permis d'accorder un délai supplémentaire l'année dernière pour remettre ces reportings en fin d'année. Nous espérions que cette période puisse être mise à profit par les acteurs pour préparer ces remises en assurant une bonne qualité. Nous sommes un peu déçus de la qualité de données que nous avons constatée sur ces premières remises et je vous encourage donc à faire des efforts pour l'améliorer. Autre actualité, la finalisation du régime concernant les dépositaires d'organismes de titrisation, avec l'homologation attendue prochainement de la nouvelle version du règlement général de l'AMF. Donc, cette nouvelle version décline les nouveaux principes de la loi de façon relativement mécanique, et sa principale nouveauté réside sans doute dans les précisions qu'elle apporte sur les mécanismes de contrôle de l'existence des créances donc dans les organismes de titrisation. Donc, ce sont des précisions qui étaient attendues et qui sont importantes, comme l'actualité nous l'a rappelé récemment, avec une nouvelle fraude assez significative dont nous avons pris connaissance ces derniers jours en matière de créances commerciales, donc qui vient rappeler l'importance de ces contrôles, tout particulièrement en période de crise économique où on sait que le risque peut être plus élevé.
Je signale enfin très rapidement l'entrée en application prévue pour la fin d'année du règlement crowdfunding. Donc, je pense que vous êtes, à l'exception de quelques psys, relativement peu concernés. Je passe très rapidement dessus et vous laisse prendre connaissance des slides. Alors, du côté des marchés, Stéphane, il y a notamment le texte sur les dépositaires centraux de titres. Oui, merci Delphine. Je vais passer quelques temps, une dizaine de minutes, à évoquer plusieurs sujets qui touchent au post-marché. J'en profite pour attirer votre attention sur le fait que ce sont des sujets techniques, voire arides, qui souvent ne font pas l'objet d'une attention suffisante des services de conformité. On parle parfois de tuyauterie avec un certain mépris, mais soyez vigilants, il en va en matière de post-marché comme en matière de plomberie. La tuyauterie, on l'oublie quand tout va bien, mais quand elle dysfonctionne, les dégâts sont vite importants. Donc je vous invite à être particulièrement vigilants sur ces sujets et ne pas vous en désintéresser. Donc s'agissant du règlement CSDR, c'est un règlement déjà ancien puisqu'il date de 2014. Certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur depuis plusieurs années maintenant. Celles concernant les dépositaires centraux de titres, le régime concernant aussi les règlements livraison internalisés. Le prochain package doit en revanche entrer en vigueur le 1er février 2022, qui concerne le régime de discipline en matière de règlement livraison et qui fait l'objet d'un règlement spécifique. Donc, ce règlement impose 3 types d'obligations. Une obligation de confirmation dans la foulée de la transaction, un régime de pénalité en cas de suspens, puis un régime de rachat obligatoire. Donc, une mesure de prévention, 2 mesures de sanction d'une certaine manière. Je commence par l'obligation de confirmation. Donc, il s'agit, dans des conditions standardisées d'échange entre l'entreprise d'investissement et ses clients professionnels, de confirmer les termes de la transaction. Le client doit donc procéder à cette confirmation dans la journée de négociation, au plus tard à J+1 midi, et confirmer qu'il a bien alloué des titres à cette transaction. L'entreprise d'investissement, pour sa part, dispose de 2 heures pour accuser réception de ces informations. En cas de suspens, des pénalités sont prévues, donc sur un large périmètre de titres, tous les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou compensé, ainsi que sur les quotas d'émission. Ce régime repose sur un certain nombre de principes. J'attire en particulier votre attention sur le fait que la pénalité s'applique instruction par instruction, donc véritablement ligne à ligne. Elle concerne à la fois la partie titre ou la partie espèce. Les pénalités sont reversées à la contrepartie lésée. Et sur un plan pratique, le calcul, la gestion de la collecte et la distribution de ces pénalités sont gérés au niveau du dépositaire central ou de la chambre de compensation. En ce qui concerne le mode de calcul, vous avez quelques informations sur ce slide. Il faut retenir que la pénalité est due chaque jour ouvré à partir du premier jour de défaut de règlement. Son montant dépend de la quantité de titres, du prix de référence du titre et d'un taux de pénalité qui tient compte de la liquidité des titres concernés. Vous avez un récapitulatif dans ce tableau. À l'issue d'une période, si le suspens perdure, une procédure de rachat obligatoire est mise en œuvre qui vise à permettre le rachat des titres manquants par un tiers et, à défaut, à procéder à une indemnisation en espèces. Le périmètre des titres concernés est le même que pour les pénalités et, évidemment, ne porte que sur la partie suspens titres. L'obligation s'applique aux chambres de compensation pour les transactions qui sont compensées, aux membres de marché pour les transactions qui sont exécutées sur une plateforme de négociation mais non compensées, et à l'acheteur lui-même pour les autres transactions. Évidemment, une livraison partielle est toujours possible. Ce slide précise les délais qui s'appliquent, donc le délai à compter duquel le rachat s'engage, la durée de cette procédure qui peut être prolongée si l'acheteur le souhaite, évidemment si la transaction n'a pas pu être réglée, livrée dans les temps.
il n'est toujours pas possible, en cas de livraison incomplète, de procéder à une indemnisation en espèces. Les frais du rachat sont bien sûr à la charge du défaillant. Et je dois préciser un point sur ces procédures de rachat. Un certain nombre d'imperfections sont connues, elles ont été identifiées. Elles font l'objet de discussions dans le cadre de la revue de CSDR. Et l'AMF, dans sa réponse à la consultation de la Commission sur la revue de CSDR, s'est dite favorable à une entrée en application phasée. Nous souhaiterions que le régime de pénalité entre en vigueur dans un premier temps, laisser un petit peu de temps pour observer ses effets, résoudre les imperfections, apporter les améliorations nécessaires aux procédures de rachat, et donc reporter au-delà du 1er février 2022 l'entrée en application de ces procédures de rachat. Malheureusement, je ne peux évidemment pas me livrer à un pronostic, donc vous devez continuer à vous préparer. Alors, autre texte important, la directive sur les droits des actionnaires. Oui, alors j'irai un tout petit peu plus vite sur cette directive, non pas qu'elle soit moins importante, mais parce qu'il s'agit de textes déjà en vigueur et qui doivent donc être désormais mieux connus. Donc au-delà de la directive, il y a un règlement d'exécution qui est entré en vigueur le 3 septembre 2020. La transposition a été faite pour l'essentiel par le biais de la loi Pacte. Il reste quelques ajustements législatifs à finaliser, mais j'attire votre attention sur le fait que le règlement européen est d'application directe. Par conséquent, ces ajustements ne font pas obstacle à l'entrée en pleine application des dispositions que je vais évoquer là. Donc ce sont des textes qui visent à encourager l'investissement de long terme, à permettre aux sociétés de mieux connaître leurs actionnaires et à améliorer les processus de communication et d'exercice des droits de vote aux assemblées générales. La directive renforce un certain nombre d'exigences. J'insisterai sur 4 en particulier. D'une manière générale, un effort de standardisation du contenu des échanges, des délais d'échange entre les différents maillons de la chaîne, émetteurs, intermédiaires, actionnaires, l'identification des actionnaires et puis la transmission d'informations autour des assemblées générales. Donc, en matière de standardisation des processus, elle concerne l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer ici, l'identification des actionnaires, la gestion des informations relatives aux assemblées générales et au vote, et aussi la gestion des informations relatives aux opérations sur titre, donc hors assemblée générale. Les titres concernés sont détaillés ici. Donc il s'agit principalement des sociétés dont le siège social est dans l'Union et qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé de l'Union. En ce qui concerne l'identification des actionnaires, nous avions déjà en France une procédure qu'on appelle le TPI, mais la directive instaure un processus harmonisé. L'émetteur donc, peut transmettre sa demande d'identification au dépositaire central du titre ou éventuellement à tout intermédiaire dans la chaîne de détention. Ça complique quand même les choses dans cette seconde option. Donc on s'attend à ce que les demandes soient adressées très majoritairement au dépositaire central. Et le règlement encadre les délais dans lesquels la réponse doit être transmise vers la société qui a émis la demande. S'agissant de l'exercice des droits des actionnaires, là aussi un encadrement très précis des informations que les intermédiaires sont tenus de transmettre donc pour le compte de la société vers les actionnaires, donc en particulier la convocation aux assemblées générales et les avis d'opération sur titre. En sens inverse, les intermédiaires doivent remonter vers la société les instructions qu'ils reçoivent des actionnaires, qui sont donc leurs clients, la notification de participation à l'Assemblée générale, l'expression du vote lui-même, la réponse à une opération sur titre. Et autre nouveauté, donc le teneur de compte conservateur du client doit, à sa demande, lui remettre un relevé qui précise le nombre d'actions lui ouvrant droit de participer et donc de voter à l'Assemblée générale. Lorsque le vote est exprimé par voie électronique, il doit transmettre une confirmation électronique. Et après l'Assemblée générale, l'actionnaire peut également, sur demande, obtenir une confirmation que son vote a bien été pris en compte.
Un dernier point, on reste sur les questions d'AG ? Oui, on reste sur les questions d'Assemblée générale, très importantes, comme le secrétaire général le soulignait, donc sur un secteur très spécifique qui est celui des valeurs essentiellement nominatives. Donc, vous savez que pour qu'un actionnaire de valeurs essentiellement nominatives puisse voter, il doit être inscrit au registre des actionnaires avant la record date, qui est fixée à J-2, 0 heure, autrement dit J-3 minuit. Cette mise à jour du registre repose sur un mécanisme de transmission de ce qu'on appelle des BRN, bordereaux de référence nominative, par les teneurs de compte conservateurs à la fois des acheteurs et des vendeurs, et qui transitent par le biais du dépositaire central vers l'émetteur ou son mandataire. Et l'inscription d'un actionnaire dépend de la diligence non seulement de son propre TCC, mais aussi de la diligence des TCC des vendeurs qui doivent transmettre un BRN de radiation, de sorte que tout retard compromet la mise à jour du registre et donc la capacité d'actionnaires qui ont dûment acquis leur titre à exercer leurs droits en AG. Un certain nombre de dysfonctionnements ont pu être observés, en particulier l'an passé. Nous avons mené une étude en coordination avec la place qui a montré que ces processus doivent absolument être améliorés. J'attire votre attention à cet égard sur une communication qui a été publiée le 26 février 2021, que je ne vais pas détailler ici, mais j'attire l'attention des TCC sur la nécessité de respecter impérativement les délais d'envoi des BRN. Là encore, on est vraiment dans la tuyauterie, mais vous comprenez bien que l'impact est particulièrement important si ça dysfonctionne. Merci Stéphane. Alors nous allons faire une petite parenthèse de sondage et vous demander quel est le texte qui, selon vous, nécessite le plus d'accompagnement de la part du régulateur. Vous pouvez voter sur Slido, donc SCSDR, SRD2, on vient d'en parler, la LCBFT ou SFDR, Disclosure. On va en parler justement. Je vous laisse prendre connaissance et voter. La finance durable, justement, sujet d'action prioritaire de l'AMF, a donné lieu à plusieurs initiatives réglementaires et Philippe, l'AMF a publié sa première doctrine. Absolument. Donc, en termes d'actualité nationale, cette dernière a été marquée par cette doctrine qui porte sur la commercialisation. Donc, cette doctrine a été prise dans un contexte d'accélération très forte de la communication commerciale sur ces thématiques extra-financières et ainsi qu'une orientation beaucoup plus forte de cette communication vers des clients particuliers. Dans ce contexte, nous avions été un peu perturbés par des cas que nous avions vus dans le cadre de processus d'agrément pour lesquels il nous semblait que la prise en compte de cette dimension extra-financière dans la gestion était très limitée, alors même que la place réservée à cette dimension dans la communication commerciale était très importante. Donc c'est face à cette disproportion que nous avons décidé de publier cette doctrine, qui est désormais pleinement entrée en application, puisque le régime de transition prenait fin il y a quelques jours, au même moment qu'entrait en application le règlement européen Disclosure, donc SFDR en acronyme. Et cette doctrine porte sur un périmètre de l'ensemble des fonds commercialisés en France, donc que ces fonds soient domiciliés en France ou à l'étranger, dans une perspective d'équité de traitement ainsi que d'égale protection des investisseurs. Alors, de façon un peu plus concrète, cette doctrine vient préciser 3 catégories de fonds, donc avec 3 niveaux de communication associés. Donc, le niveau de communication non contraint, donc le plus fort, qui est qualifié d'approche fondée sur un engagement significatif. Un niveau de communication intermédiaire, donc pour les approches dites non significativement engageantes, ainsi qu'un dernier niveau de communication. Donc la doctrine vient poser des standards minimums pour être éligible aux 2 premiers niveaux de communication les plus importants et introduit donc ces 3 catégories. Alors on nous pose souvent la question de savoir si ces 3 catégories doivent être mappées d'une façon ou d'une autre avec 3 autres catégories qui ont été introduites par le règlement SFDR au niveau européen, qui prévoit de son côté ce qu'on appelle les articles 6, les articles 8 et les articles 9. Donc la réponse courte est négative, puisque nous avons pris le parti à ce stade de ne pas interpréter de façon nationale ces 3 catégories européennes, et donc nous n'imposons pas de mapping à ce stade entre ces 2 classifications. Alors pour ce qui concerne la catégorie supérieure, donc elle correspond à une communication forte, qui est qualifiée de centrale dans la doctrine. On qualifie cette situation dès lors que soit la dénomination du fonds utilise un terme extra-financier,
soit dès lors que le DC fait des développements sur cette thématique extra-financière, ou soit dès lors que cette thématique est mentionnée dans la documentation commerciale au-delà d'une évocation concise. Alors, je précise néanmoins que développements, on va dire, raisonnables dans le prospectus ne sont pas couverts par cette qualification de communication centrale. Donc, en particulier, le fait de respecter les obligations imposées par SFDR dans le prospectus ne déclenche aucune obligation particulière par rapport à la doctrine. Je vais passer rapidement sur les standards minimums, donc les critères qui sont requis pour pouvoir avoir cette communication centrale. Et à nouveau, je rappelle que la logique, c'est vraiment d'essayer de normer la quantité d'informations qui est produite au client. Le contenu de l'information est très peu concerné et régi par la doctrine de commercialisation. Donc ces critères, voilà, je clarifie simplement, voilà, peuvent correspondre dans certains cas à ceux qui ont été prévus par le label ISR français, mais qu'ils ne l'imposent en aucun cas, et qu'il est prévu, ce qui est mentionné dans les slides, dans la doctrine, les autres approches, voilà, qui sont assez nombreuses et variées, qui permettent également d'être éligibles à cette catégorie. Et vous en trouverez un certain nombre d'exemples non limitatifs, une liste non exhaustive dans la doctrine elle-même. Deuxième catégorie intermédiaire, elle correspond à ce qu'on appelle une communication réduite, donc ce qui correspond au fait d'évoquer ces thématiques extra-financières dans le DC de façon concise et équilibrée, donc équilibrée en indiquant aussi les limites de l'approche retenue, ou dans la documentation commerciale de façon concise. Donc toutes ces notions sont définies de façon beaucoup plus précise dans la doctrine et on a essayé vraiment d'être le plus clair possible pour vraiment permettre de délimiter ces différents niveaux de communication. Au slide suivant, vous trouvez les critères correspondants. J'insiste simplement sur un point, à la différence de la catégorie fondée sur un engagement significatif qui prévoit la possibilité de recourir à d'autres approches. Ceci n'est pas le cas pour la catégorie intermédiaire et donc il n'est pas possible de proposer des alternatives à ces critères qui doivent vraiment être respectés, je le signale, puisqu'on est assez souvent sollicité sur cette question. Autre actualité marquante de l'année au niveau national, la publication du 3e rapport de l'AMF concernant les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d'actifs. Donc c'est un rapport qui balaye un grand nombre de sujets très variés. J'en mentionnerai principalement deux. Le premier, c'est l'utilisation par les sociétés de gestion des données de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a une 50aine de pages dans le rapport qui sont consacrées à cette question, qui essaie d'expliquer de façon assez pédagogique toute la chaîne de calcul de ces données et les différentes hypothèses et approximations qui peuvent être prises depuis l'émetteur jusqu'aux différents intermédiaires et prestataires voilà, qui reçoivent et transmettent la donnée pour la transmettre in fine aux sociétés de gestion. Et donc il nous semblait important de bien comprendre cette mécanique, ces mécanismes, pour plusieurs raisons, pour que les sociétés de gestion déjà puissent en tirer toutes les conséquences en termes de contrôle de qualité de données, maîtriser le processus de production de ces données. Et là, un message assez fort de cette partie du rapport consiste à encourager les sociétés de gestion à proportionner leurs efforts à l'utilisation qui est faite de ces données. Donc on n'a pas du tout les mêmes attentes selon qu'on soit simplement dans l'utilisation de ces données à des simples fins de reporting a posteriori ou à l'autre extrémité du spectre, qu'on soit dans des utilisations beaucoup plus fortes comme le fait d'avoir des promesses quantitatives, par exemple dans le cadre de fonds bas carbone sur l'utilisation de cette métrique. Autre message dans cette partie, nous invitons les sociétés de gestion à bien maîtriser et essayer d'estimer l'incertitude qui entoure ces métriques et ces calculs de données pour là aussi en tirer des conclusions en termes de marge de prudence et de conservatisme dans leur méthodologie pour s'assurer qu'elles ont un niveau de confort raisonnable dans le fait qu'elles puissent respecter la promesse qui est faite à leurs clients. Deuxième sujet du rapport que j'évoque également rapidement, c'est un sujet assez spécifique sur le recours à des Total Return Swaps, donc des TRS, pour certains fonds à dimension durable. Donc il s'agit de fonds qui sont vendus en faisant la promesse aux clients que les fonds levés vont être investis dans des actifs qui ont été sélectionnés sur la base de critères ESG et qui recourent par ailleurs à des TRS. Et il nous semble qu'en l'état actuel des pratiques de place, le recours à ces TRS ne permet pas de garantir que les fonds seront effectivement investis in fine par la société de gestion par entière dans ces valeurs et qu'il y a donc un certain nombre de risques de commercialisation trompeuse qu'on adresse dans une doctrine dans cette partie du rapport. J'évoque ensuite très rapidement la troisième actualité nationale en matière de finances durables qui correspondait à la publication du rapport commun AMF-ACPR sur le suivi des engagements climatiques des acteurs financiers. Vous vous rappelez sans doute que cette démarche avait été prévue et annoncée en juillet 2019 par le ministre.
elle a permis d'avoir un certain nombre d'échanges assez approfondis avec un échantillon de sociétés de gestion. Donc je pense que si vous êtes concerné, vous n'avez pas pu passer à côté. Nous avons beaucoup sollicité sur cette question et je pense que vous devez avoir bien en tête les principaux points d'attention que nous avons pu avoir dans ce contexte. Voilà, je me contente de vous encourager vos efforts pour progresser sur les différents points d'amélioration que nous avons pu identifier dans un contexte où cet exercice de suivi d'engagement va être annuel, donc récurrent. Et donc nous allons mener à nouveau cet exercice cette année. Et si nous n'avons pas souhaité recourir au name and shame dans le cadre du premier exercice de suivi d'engagement climatique, nous n'excluons pas d'y avoir recours par la suite si jamais les points les plus problématiques devaient perdurer dans la durée. Merci Philippe. Au niveau européen, Frédéric, la grande actualité, c'est l'entrée en vigueur la semaine dernière du règlement Disclosure. Absolument, Delphine. Donc la semaine dernière, le 10 mars, est entré en application le règlement sur la transparence en matière de durabilité qui est en fait applicable aux grands investisseurs, donc aux acteurs de la gestion d'actifs et aux conseillers d'investissement notamment. Il y a une longue liste d'entités, d'acteurs sur les marchés financiers qui sont soumis à ce règlement. Et alors, on est dans une situation un peu particulière. On est aujourd'hui dans un entre-deux un peu inhabituel où le niveau 1 est entré en application, mais le niveau 2 qui lui est associé, les spécifications qu'il contient, ce niveau 2 n'est pas encore prêt. Il a été préparé par les 3 autorités européennes, transmis à la Commission le mois dernier, début février, mais la Commission va vraisemblablement ne l'adopter que cet été. Sa date d'entrée en application, c'est le 1er janvier 2022. Alors, qu'est-ce que ça implique dans les faits? Alors, on n'est pas en droit français, là on est dans le droit européen. L'absence du niveau 2 ne signifie pas que le niveau 1 n'est pas applicable. Au contraire. Et la Commission l'a rappelé dans un courrier récent. Tous les principes et toutes les règles figurant dans le niveau 1 doivent d'ores et déjà être appliqués. Simplement, pour les spécifications qui sont contenues dans les standards techniques, qui entreront en application le 1er janvier 2022, eh bien, tout ce que peuvent faire en fait les acteurs, c'est en quelque sorte s'inspirer, s'ils le souhaitent, ils n'en ont pas l'obligation, mais ils peuvent prendre en compte ce qui est contenu dans le rapport des trois autorités européennes comme une sorte de bonne pratique, un point de référence s'ils le souhaitent. C'est le message qui a été transmis par les 3 ESAS dans une déclaration de fin février, une déclaration assez importante et que j'invite chacun à lire parce qu'elle contient notamment une sorte de calendrier très précis qui indique disposition par disposition à quelle date précise ces dispositions entreront en application. Parce que si je disais que l'essentiel entre en application le 1er janvier 2022, il y a quand même certaines règles qui font l'objet d'un petit décalage dans le temps. C'est notamment celles qui concernent l'utilisation des indicateurs d'incidence négative qui finalement ne devront être rapportés, faire l'objet d'une transparence qu'à partir de 2023 sur une première année de référence qui sera 2022. Alors, nous avons tous conscience que le règlement de niveau 1 contient encore des zones de flou. Et il est un fait que nous recevons depuis plusieurs semaines un certain nombre de questions d'interprétation sur les notions que contiennent ce règlement. Nous avons pris le parti avec nos homologues européens de collecter ces questions et de les transmettre à la Commission pour demander une interprétation unique et harmonisée. C'est ce qui a fait donc l'objet d'un courrier le 7 janvier dernier qui pointe du doigt un certain nombre de clarifications qui nous sont nécessaires à nous régulateurs et aux acteurs pour appliquer ce règlement. On parle de choses vraiment structurantes. Il s'agit de savoir, de mieux délimiter en fait ce que sont les produits dits article 8 et article 9, donc les produits qui promeuvent une caractéristique ESG et les produits qui ont pour objectif l'investissement durable. Des questions se posent. Nous n'avons pas encore reçu de réponse de la part de la Commission, mais nous continuons en tout cas à collecter ces questions et à les centraliser au niveau des autorités européennes. Si on jette un œil rapide au contenu des standards techniques que les ESA ont transmis à la Commission le mois dernier. Il y a essentiellement 2 volets qui sont couverts dans ces spécifications. Le premier, donc, qui concerne la communication par les entités sur leur prise en compte des principales incidences négatives de leurs décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, ce qu'on appelle en anglais les PAI. Et par ailleurs, tout le volet qui concerne la transparence que doivent au marché et aux investisseurs les produits
vert, qu'il soit article 8 ou article 9. Alors je soulignerai juste à ce stade que concernant les PAI, donc les facteurs d'incidence négative, les ESA ont fortement réduit leur niveau d'attente par rapport à ces indices en réduisant le nombre d'indicateurs sur lesquels les acteurs devront communiquer de manière obligatoire. On avait, dans une consultation publique l'année dernière, commencé par proposer une trentaine d'indicateurs. On est réduit aujourd'hui à peu près 14 que vous voyez sur ce slide, avec certains indicateurs qui sont spécifiques au type d'instruments financiers dans lesquels les produits investissent. Vous noterez aussi au passage que s'agissant des obligations de transparence des émissions de gaz à effet de serre, le scope 3, qui est le plus difficile à calculer, sera lui-même décalé d'1 an. Voilà. Alors, pour terminer, je dois encore compléter le tableau en mentionnant d'autres travaux de niveau 2 qui viennent s'ajouter à ce que je viens de décrire concernant le règlement SFDR. Cela concerne le règlement taxonomie qui comporte certains articles qui créent des obligations de transparence pour les produits verts et notamment une obligation très importante qui consiste à rendre publique la proportion des investissements sous-jacents de chaque produit financier qui sont liés qui contribuent à des activités vertes, en tout cas qualifiées comme telles par la taxonomie. Alors il s'agira de publier donc un pourcentage sur la base d'indicateurs qui seront soit le chiffre d'affaires, soit les CAPEX, soit les OPEX des entités sous-jacentes. Et donc ces RTS, ces standards techniques qui sont en préparation, vont venir expliquer comment on calcule ces pourcentages et quelle information on diffuse autour de ces pourcentages. La particularité, c'est que ces standards vont venir amender les standards SFDR que j'ai mentionnés précédemment. Donc lorsque la Commission va les adopter, si possible à l'été, ils seront quelque temps après à nouveau amendés avec des ajouts supplémentaires qui sont liés à ce règlement taxonomie. Enfin, je dois mentionner également que nous sommes dans l'attente de la publication imminente au journal officiel de l'Union européenne d'amendements aux actes délégués des directives au PCVM, AIFMD et MIF sur la prise en compte des risques ESG par tous ces acteurs dans leurs obligations d'organisation et de bonne conduite, et également et surtout d'une définition qui va être clé à l'avenir, qui est celle de la préférence des clients en matière de durabilité et qui va avoir pour effet de flécher les produits verts d'une certaine manière vers les clients en exprimant un certain appétit pour ces produits. Donc on attend ça pour le mois prochain. Vous trouverez également dans les slides un calendrier, une frise temporelle qui vous indique un petit peu comment toutes ces prochaines échéances vont s'enchaîner dans le temps. Merci Frédéric pour ce descriptage, d'autant que si j'en crois notre sondage, c'est particulièrement nécessaire puisque 55% des votants ont exprimé que c'était SFDR, le texte qui nécessitait le plus d'accompagnement de la part du régulateur. Mais nous allons vous interroger sur votre perception en matière de finances durables, avec une nouvelle question. Quel est selon vous le plus grand risque ou défi auquel la finance durable va faire face dans les années à venir ? Alors, plusieurs propositions de réponse. Est-ce un excès de réglementation, un manque de confiance des investisseurs dans les labels, dépendance excessive à l'égard des agences de notation et fournisseurs de données extra-financières, les divergences réglementaires entre juridictions européennes, ou l'absence de données et de standardisation des méthodologies ESG. Frédéric, un dernier point ? Oui, on se doit également de mentionner le sujet du règlement PRIPS, qui est également un feuilleton à part entière. Depuis 2 ans, les régulateurs européens ont entamé une revue des standards techniques de niveau 2 qui accompagnent ce règlement, parce qu'on s'est rendu compte assez vite que certaines des méthodologies prévues dans le niveau 2, notamment celles concernant les scénarios de performance, aboutissaient à des résultats qui étaient
semblait déficient, et notamment s'agissant de ces scénarios de performance, comportait une forte dimension procyclique qui conduisait à des informations qui n'étaient pas fiables pour les clients. C'est un feuilleton, comme je le disais, parce que ces travaux ont été finalisés au premier semestre de l'année dernière, mais sont restés bloqués pour des raisons liées à l'impossibilité pour l'une des 3 ESA de voter favorablement sur le rapport final adressé à la Commission. Finalement, le mois dernier, la situation s'est débloquée, heureusement, et les projets de standards amendés ont pu enfin être transmis à la Commission pour une adoption que l'on estime devoir intervenir au 2e trimestre de cette année. Alors, ces modifications sont importantes parce qu'elles sont également très liées à l'arrivée à échéance d'une exemption dont bénéficient aujourd'hui les fonds d'investissement OPCVM et AIF dédiés aux investisseurs de détail, puisque ces fonds sont aujourd'hui exemptés de la production d'un document d'information clé PRIPS, et ce jusqu'au 1er janvier 2022. Et donc, il était nécessaire de procéder à ces amendements dans les spécifications du niveau 2 pour faciliter, je dirais, le basculement de ces fonds d'investissement dans le champ du règlement PRIPS. Donc, ce qui va se produire à très court terme, c'est la publication de ce niveau 2 modifié par la Commission. Elle va, dans le même temps, proposer une modification de la directive OPCVM pour désactiver le DC OPCVM auquel sont soumis donc, les fonds OPCVM. Également, avec pour date de prise d'effet le 1er janvier 2022, dans le but qu'il n'y ait pas coexistence simultanée pour ces fonds d'un DC OPCVM et d'un DIC PRIPS. Donc il n'y aura pas de doublon. Voilà ce qu'on peut dire sur le règlement PRIPS. Merci Frédéric. Mais alors pour conclure, Laure et Frédéric, quels sont les textes à avoir en tête pour le moyen terme ? Alors, au plan national, nous avons plusieurs sujets en cours. Le premier est très important, concerne la prise en compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un arrêt le 6 octobre 2020 sur les modalités de conservation et de transmission des données de connexion, autrement appelées les fameuses FADET, dont l'enjeu est très important pour l'AMF, notamment pour la démonstration des manquements d'initiés dans le cadre de ces enquêtes. Donc nous sommes dans l'attente d'un projet de texte pour tenir compte de cette jurisprudence qui sera complété très prochainement par un nouvel arrêt de la Cour de justice, plus spécifiquement dans le domaine des abus de marché. Autre grand chantier de transposition de textes européens dont on a parlé tout au cours de cette matinée, nous attendons un projet de loi du gouvernement à venir, un nouveau projet de loi d'ADU a priori, pour mettre en conformité donc, le droit français, d'une part avec le règlement européen sur le financement participatif pour les entrepreneurs dont on a parlé tout à l'heure, également la finalisation de la transposition de la directive sur le droit des actionnaires. Troisième sujet d'intervention, la prise en compte du transfert de l'AMF à l'ESMA concernant l'agrément, la surveillance et la collecte des données des prestataires de services de communication de données. Également la mise en œuvre du règlement CSDR, dont on a parlé également avec la définition des différentes catégories de dépositaires centraux autorisés à offrir leurs services en France. Et enfin, la transposition de la directive récente dont a parlé Frédéric tout à l'heure, modifiant donc, notamment la directive MIF 2 pour l'application des obligations d'information, de la gouvernance des produits et des limites de position aux entreprises d'investissement pour soutenir la reprise à la suite de la pandémie de Covid-19. Donc, pour l'ensemble de la transposition de ces textes, donc, nous attendons un véhicule législatif prochain. Si j'ai une minute, il y a d'autres textes au Parlement qui sont en cours de discussion et qui vont arriver prochainement, qui concernent de près ou de loin l'AMF, mais intéressant à noter. Le premier est une proposition de loi qui vise à renforcer la présence des femmes au sein des entreprises dans des postes à très haute responsabilité. Également un projet de loi constitutionnel est en cours d'examen qui complète l'article 1er de la Constitution en matière de préservation de l'environnement. Il prévoit que la France doit garantir la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et de lutte contre le dérèglement climatique. Il est déjà adopté en première lecture par l'Assemblée. Également un projet de loi qui conforte le respect des principes de la République, qui comporte une disposition en matière financière qui vise à renforcer les prérogatives de Tracfin en matière de blocage temporaire d'opérations financières. Et puis également, enfin, un projet de loi sur la confiance dans la justice qui a été annoncé récemment et qui prévoit notamment l'encadrement des enquêtes préliminaires et une meilleure protection du secret professionnel des avocats. Voilà, je vous remercie de votre attention et peut-être à l'année prochaine. Frédéric, pour les textes
au niveau européen. On va terminer par un dernier regard en fait sur l'actualité en termes de textes en cours de négociation. Ce qui est négocié aujourd'hui au niveau européen concerne essentiellement les aspects innovation, fintech, cryptoactifs. En septembre de 2020, une stratégie pour la finance digitale a été rendue publique par la Commission. Elle s'est accompagnée de trois propositions législatives dans ce domaine. Alors, si on les prend un par un très brièvement, vous y trouvez un projet de règlement qui a pour but de créer un régime pilote, c'est-à-dire un cadre expérimental provisoire qui va durer 6 ans pour permettre à des opérateurs de plateformes MTF, donc plateformes de négociation multilatérale, et à des opérateurs de systèmes de règlement livraison, de traiter des instruments financiers qu'on appelle tokenisés en bénéficiant de certaines exemptions à certaines dispositions du règlement CSDR et de la directive MIFID. Il y a également à côté de cela un règlement, un paquet qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, qui va venir notamment amender presque toutes les directives sectorielles, notamment dans la gestion et pour les entreprises d'investissement, pour introduire parmi les obligations organisationnelles des obligations justement liées à cette résilience. À noter également une proposition d'encadrer et de superviser de manière coordonnée au niveau européen les grands fournisseurs de services informatiques dits critiques, et on pense en particulier aux fournisseurs de services cloud. Et enfin, le troisième texte très important, c'est le texte qu'on appelle MiCA, donc le règlement sur les marchés des cryptoactifs. MiCA, c'est intéressant parce que c'est un peu le règlement prospectus, la directive MIF et le règlement MAR, abus de marché, mais pas pour les instruments financiers, mais pour les cryptoactifs. Tout ça en un seul texte. Donc c'est assez complet. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque disposition, mais sachez que ce règlement vise à encadrer les ICO, donc les émissions de cryptoactifs et l'information qui est donnée aux investisseurs professionnels au moment de cette offre, de ces offres de cryptoactifs au public, à travers un document qu'on appelle le white paper. Le règlement propose également un encadrement des jetons de paiement ayant pour objectif de conserver une valeur stable. Alors là, on est tout à fait dans la lignée, et c'est une sorte de réponse, je dirais, au projet Libra qui avait été détaillé en 2019. Et enfin, un volet du règlement MiCA qui concerne en fait tous les prestataires de services d'investissement sur cryptoactifs. Donc ça, c'est la version MIF, mais pour les cryptoactifs. Cette partie est fortement influencée ou inspirée, je dirais, du régime français mis en place par la loi Pacte d'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques et procède un peu de la même logique d'agrément préalable et de passeport. Je terminerai sur cette vue d'ensemble qui vous montre donc actuellement les textes en cours, les 3 textes que je viens de mentionner, et puis ce qui est à venir dans les prochains trimestres. On attend plusieurs propositions législatives autour de la thématique de la finance durable, et notamment la revue d'un texte vraiment important qui est la directive sur l'information extra-financière des émetteurs. C'est le chaînon manquant. C'est ce qui va permettre en fait aux grands investisseurs qu'on a mentionnés tout à l'heure dans SFDR de remplir leurs obligations de transparence. L'information et les indicateurs extra-financiers qui seront fournis par les émetteurs. Il y a également des textes qui sont annoncés depuis l'automne dernier dans la stratégie pour la relance de l'Union des marchés de capitaux par la Commission. Il s'agit par exemple de la revue du règlement CSD, la revue du règlement pour les fonds d'investissement à long terme et la mise en place d'une base de données consolidée pan-européenne pour l'information financière et extra-financière des émetteurs qu'on appelle l'ESAP. Enfin, des revues de textes fondamentaux pour le droit européen des marchés financiers. Donc la revue de MIFID, MIFIR qui se poursuit. Il y a eu effectivement des modifications dans le plan de relance, dans le recovery package,
package que j'ai mentionné tout à l'heure. Il y a d'autres aspects du règlement et de la directive qui vont être remis sur l'ouvrage à court terme, enfin en fin d'année. Et enfin, la revue de la directive AIFM qu'on attend également pour le dernier trimestre. Tout ça nous amenant au premier semestre 2022, qui sera un peu particulier pour nous parce que la France va occuper la présidence française tournante du Conseil de l'Union. Et donc ce sera très certainement un des fils rouges de la présentation qu'on vous fera l'année prochaine dans ce format RCCI-RCSI. Merci Frédéric. Alors nous avons les réponses à la question sur la finance durable. Donc, quel est le plus grand risque ou défi pour la finance durable dans les années à venir? Et 39%, un excès de réglementation, une avalanche de textes européens normatifs sur la transparence et les pratiques ESG. Ça vous étonne? Pas vraiment? D'accord. Et 32%, une absence de données de standardisation des méthodologies ESG. Deuxième réponse la plus souvent choisie. Merci à tous pour ce panorama riche et varié. Nous vous proposons de faire une courte pause. Nous retrouvons dans 10 minutes à 10h40 pour les compositions administratives et la jurisprudence 2020 de la Commission des sanctions de l'AMF. À tout à l'heure.